Nous sommes sur le stand de Early Aviators. Alors, Early Aviators, ici, sur un salon auto, oui, mais, parce que Antoine Ross, qui est le patron d'Early Aviators, nous présente deux spécimens d'avions absolument extraordinaires. Je pèse mes mots. Antoine, déjà, un grand merci, parce que là, tu fais vraiment œuvre en nous montrant ces objets. C'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément. Ici, une cellule d'époque d'un Caudron G3. Donc le Caudron G3, c'est un avion vraiment typique des tout débuts de l'aviation. C'est les frères Caudron dans le nord de la France qui l'ont construit. Il a été construit à plus de 5000 exemplaires et c'est vraiment un avion qui a volé dans le monde entier. En Chine, en Australie, en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, le G3 a volé partout. Sur les 5000 qui ont été construits, il en reste 6 ou 7 aujourd'hui. La quasi-totalité sont dans les musées. Et le seul qui est susceptible de revoler un jour et un authentique, c'est celui-ci. Et donc c'est un des projets qu'on va avoir dans le futur, ça va être de reconstruire ce Caudron G3 pour le remettre en vol. Alors, avant toute chose, parlons de Early Aviators. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui se trouve dans un joli petit aérodrome plein d'herbe et comme à la grande époque du côté de Tours? Early Aviators, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, focalisée sur les avions de la Première Guerre mondiale, les débuts de l'aviation, on va dire jusqu'aux années 30. Et pourquoi elle a été créée ? Parce que moi je restaure des avions depuis l'âge de 14 ans dans une association et j'ai eu la possibilité de récupérer une épave d'un avion qui est aussi rare, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un Caudron G4, qui est un bimoteur, c'est la version bimoteur du G3. Le Caudron G4, c'est un avion qui est encore plus rare, parce qu'il n'en reste plus que 2, plus celui que je suis en train de reconstruire. Et donc, c'est ce projet-là qui est à l'origine de la création de l'entreprise. Alors, tu dis que les choses sont rares et je faisais le lien justement avec Historic Auto et la moto, parce qu'on a de la moto, et j'en viens au moteur. Parce que le moteur du Caudron, il a cette particularité d'être de la marque Anzani qui a commencé avant de faire de l'aviation par de la moto. Effectivement, le moteur Anzani est très connu des aviateurs du début du siècle parce que son concepteur a fourni aussi le moteur tricylindre de la traversée de la Manche par Louis Blériot. C'est un moteur Anzani en éventail et Anzani a continué à développer des moteurs pour l'aviation. Jusqu'à celui-ci qui est derrière moi, qui est un 10 cylindres en double étoile. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est exceptionnel. Parce qu'effectivement, quand on compte le nombre de cylindres, on voit qu'il y en a 10. Or, sur des moteurs en étoile, c'est toujours un compte impair. Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et quand on regarde, effectivement, l'alignement, eh bien, il y en a 5 plus 5. C'est ça, c'est 2 x 5, 12 litres de cylindrée. Les premières versions faisaient 90 chevaux. Sur le G3, c'est une version 100 chevaux. Et juste après la guerre, quelques moteurs ont encore été produits et ils ont réussi avec la même cylindrée à monter à 120 chevaux. On a la chance sur ce projet d'avoir récupéré un moteur neuf d'époque qui n'a jamais tourné. Tu dis que ce moteur-là, il est neuf ? Oui. C'est extraordinaire. Ouais. C'est un moteur neuf. Alors, il a beaucoup voyagé puisqu'il a été produit en France, exporté aux États-Unis, racheté par un collectionneur anglais qui voulait le monter sur une moto, racheté par un autre collectionneur anglais qui voulait le monter sur un avion. Et finalement, le seul avion qui existe aujourd'hui qui peut être équipé de ce moteur-là, c'est le Caudron G3. Donc il est arrivé assez logiquement jusqu'à nous il y a 3-4 ans maintenant. Alors, on n'oublie pas de rappeler pour nos amis spectateurs que on parlait du lien entre Zani, moto et aviation. On peut aussi aller dans l'autre sens en disant que Blériot a fait des motos, lui aussi. Donc, c'est aussi cet échange. Alors, on parle de moto, on peut aussi parler d'automobile. Et là, pour le coup, on se retourne derrière. Toi, tu as une petite merveille qui est bien sûr le SPAD 7 avec le moteur Hispano-Suiza. Exactement. Le SPAD 7, on va peut-être se rapprocher. Oui, volontiers, ouais. Donc le SPAD 7, c'est l'avion de chasse des As qui a été conçu en 1916, produit en masse en 1917 et début 1918 aussi. 8000 exemplaires, il en reste 6 ou 7 aussi.
Donc le taux de perte énorme. Et c'est l'avion qui a fait vraiment la réputation des As français. 180 chevaux, Hispano-Suiza V8, une mitrailleuse pour celui-ci. Et c'est l'avion des As, Guinmer, Fonck, et des As aussi étrangers, puisque l'avion a été utilisé par l'Italie, par l'Angleterre, par les Américains. Donc c'est une réussite. Et il est équipé effectivement d'un moteur Hispano-Suiza V8, 180 chevaux. Alors, Hispano-Suiza, bien sûr, pour nous, les amateurs de voitures, on sait ce que c'est, on adore ça. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que le pilote d'essai du SPAD7, un certain Becquet, avait roulé sur le Paris-Madrid, donc en voiture, en Delage 11 HP. Et donc, le lien, encore une fois, entre l'auto et l'aviation, elle est permanent. Sur ces époques-là, le lien est vraiment incroyable. Si on prend juste le SPAD7 et le Baracca, qui est un as italien, c'est lui qui va donner le logo Ferrari. Exactement. Donc non, il y a des liens qui sont vraiment très très forts entre l'aviation du début du siècle et l'automobile. Alors, cet avion-là, c'est une réplique absolument exacte de ce qu'était un SPAD7, c'est-à-dire qu'il a vocation à bientôt voler cet avion. Alors en réalité, celui-ci, c'est le deuxième projet SPAD qu'on a à l'atelier. Le premier est une reconstruction sur la base d'une épave qui est en cours qui est finie d'entoiler, qui est en cours de montage et qui devrait prendre son envol dans 2 à 3 mois. Ah oui. Et ça, c'est notre deuxième projet de SPAD7. Celui-ci, il est entièrement neuf et il va être équipé d'un moteur neuf également. Alors que le premier, nous, on est en train de travailler avec un expert Hispano-Suiza, puisqu'on est en train de réviser un moteur Hispano-Suiza d'époque. Et ce qui est effectivement extraordinaire, c'est que vous êtes capable de refaire le fameux V8 Hispano qu'on retrouve aussi dans certaines autos, notamment les Edwardians. Et c'est des moteurs qui sont neufs. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez réussi à découper un moteur pour retrouver exactement tous les passages d'eau, notamment, etc. C'est un travail de titan. Alors c'est un travail de titan. Moi, j'étais pas dans cette équipe-là, pour tout dire, au moment où ça a été lancé. C'est des experts des moteurs qui travaillent là-dessus, des fonderies. Il y a un gros travail de recherche historique qui a été fait avec les archives au service historique de la Défense pour récupérer les plans du moteur Hispano-Suiza. Pour une petite anecdote, dans les plans, on a 35 modèles de pistons. Donc il y a eu énormément de recherches là-dessus. Pour l'instant, on a 3 moteurs qui sont en cours de production. Le premier devrait aussi devrait démarrer cet été, j'imagine, après la révision du moteur Hispano d'origine pour le premier SPAD. Alors il y a quelque chose qu'on voit quand évidemment l'avion n'est pas entoilé. On voit en fait que le pilote, dont le palonnier qu'on voit ici, il a le moteur sur les genoux. Enfin, les 2 magnétos sont sur les genoux. Alors exactement, le moteur il n'y a pas de cloison par feu. Donc s'il y a un feu moteur, il y a le feu pour le pilote. Il y a une particularité aussi, c'est qu'on a une manette des gaz sur le côté et on a une deuxième manette des gaz sur le manche. D'accord. Et donc on peut tourner comme une moto. Voilà, on peut tourner le manche et gérer la puissance en ayant les 2 mains sur le manche. C'est génial. Donc on peut actionner la mitrailleuse et gérer la puissance en même temps. C'est une opportunité assez extraordinaire pour nous de trouver un SPAD7. Soyons clairs, c'est le Rafale de l'époque. C'est vraiment l'avion de chasse par excellence. Et quand on voit toute la structure, quand on voit ces incroyables cordes à piano, parce que ça c'est pareil, les petits ridoirs, il faut retrouver ces petits ridoirs, c'est formidable. Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit réseau quand même. Et on réussit sur des chantiers, notamment le Caudron G4 ou le Caudron G3, à utiliser des ridoirs d'époque. Mais c'est énormément de travail, de recherche, parce que ça existe encore. Il y en a qui ont ça, mais ensuite il faut les trier, vérifier ceux qui sont utilisables ou pas. Est-ce qu'on va voler ou pas avec ? Pour cette reproduction de SPAD7, on a fait refabriquer des ridoirs neufs.
parce que on n'était pas en capacité de retrouver tous les ridoirs nécessaires pour faire une construction complète. Early Aviators, les amis. Vous allez voir ces avions-là voler bientôt, à une échéance proche. Donc tu dis 3 mois, moi j'entends un peu la Ferté-Alais, peut-être un bout de temps des hélices. Alors la Ferté-Alais, c'est la Pentecôte, ouais. Ça risque d'être un peu juste, ouais. Mais c'est dans ces eaux-là. Ça sera un moment absolument incroyable. Et puis évidemment, à Historic Auto, je pense qu'on va se débrouiller pour faire une petite vidéo pour pouvoir vous montrer ces avions. En tout cas, un grand merci Antoine de nous présenter ces icônes qui font partie du passé français. Et puis, encore une fois, tous ces liens auto, moto, eh bien, on les retrouve dans ces avions. En tout cas, un grand merci à toi. Merci Igor.